Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Bientôt Noël, ses célébrations et ses préparations festives, nous voulions nous pencher à Je vote pour la science sur notre surconsommation et plus particulièrement sur le gaspillage alimentaire. Après le réveillon du Nouvel An et toutes les visites, une portion importante de la nourriture produite se retrouvera à la poubelle. Au Canada, 1/3 des aliments sont gaspillés, soit un aliment sur 3, pour des pertes économiques représentant près de 100 milliards de dollars par année. Et nous gaspillons environ 140 kilos de nourriture par personne et par année au Québec, soit environ 1 000 $ de produits alimentaires qui vont être jetés annuellement. C'est pourquoi certains sont en faveur de taxes ou même d'une loi pour contrer le gaspillage alimentaire, comme la France en a une depuis 3 ans et tente de forcer les industries alimentaires à mieux gérer les aliments. Tous les aliments, les moins conformes, les délaissés, les légumes moches, comme on les appelle, et ceux proches de la date de péremption en les donnant à des associations caritatives. À Montréal, un premier pas a été franchi. Une pétition sur le gaspillage alimentaire a été mise en ligne le 19 août dernier par des membres de l'organisme La Transformerie. Elle a recueilli 15 000 signatures et mènera à une consultation publique avec la Ville de Montréal. Car avant la contrainte, il faut tout d'abord prendre conscience de l'ampleur du problème et se mobiliser collectivement. Vous voulez savoir comment contrer le gaspillage alimentaire? Alors restez à l'écoute. Pour parler de gaspillage alimentaire, je suis en compagnie aujourd'hui d'Éric Ménard, coordinateur et fondateur du Régal. Le Régal, c'est le réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal. Il est chercheur indépendant, il est expert en lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, bonjour. Bonjour. Et on est en compagnie de Marianne Garnier, elle est chargée du projet Sauve ta bouffe aux Amis de la Terre de Québec. Sauve ta bouffe, c'est un projet de Québec issu d'une initiative citoyenne, je pense. Bonjour. Oui, c'est bien ça, bonjour. Donc, bonjour à tous les deux, bienvenue. Nous sommes à quelques jours de Noël, la période de l'année où la consommation est à son comble, une surconsommation du côté des aliments aussi. Pourtant, tout ne va pas être acheté, dévoré et partagé. On estime environ qu'1/3 de la nourriture produite sera gaspillée, environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture, donc tout au long de la chaîne de production alimentaire sera perdue. Du panier de courses au reste de table, les Québécois gaspillent aussi beaucoup de nourriture comme les consommateurs de la plupart des pays occidentaux riches. Pourtant, ces dernières années, nous constatons une prise de conscience autour du gaspillage alimentaire, du moins à l'échelle citoyenne. Donc, lorsqu'on parle de gaspillage alimentaire, on parle de quoi exactement, Monsieur Ménard? En fait, on parle de tous les aliments qui sont destinés à la consommation humaine et qui sont détournés de la consommation humaine. Mais la définition d'aliments, moi, en plus, dans mon étude que j'ai fait paraître là, cet automne, je parle de toutes les parties comestibles des aliments. Parce que des fois, on pense que la carotte qui vient avec les fans, l'aliment, c'est juste la carotte, c'est pas les fans. Mais oui, en fait, dans une optique de gaspillage alimentaire, il faut considérer les fans de carottes comme des aliments aussi. Donc ça aussi, si on les jette, c'est du gaspillage. Mais après, la définition change évidemment d'une culture à l'autre, puis parce qu'on mange pas toutes exactement les mêmes parties des aliments d'une culture à l'autre. Mais en général, là, c'est ça. On va considérer que c'est tous les aliments qui sont détournés de l'alimentation humaine, de la ferme jusqu'à l'assiette. Qui pourraient être mangés. Donc, Madame Garnier, c'est plus que les aliments jetés ou les restes de table, finalement? Oui, en fait, pour Sauve ta bouffe, la définition, c'est les aliments jetés qui auraient pu être mangés s'ils avaient été mieux gérés. Donc, comme Éric le disait, il y a une part culturelle là-dedans. Donc, il y a beaucoup de parties d'aliments qui sont jetées parce que les gens ignorent qu'elles peuvent être mangées, sauf que ces parties-là, ils ont une valeur nutritive. Donc, on essaie de leur donner une deuxième vie avant de les jeter. Donc, il y a plein de petites choses comme ça là, qu'on peut sensibiliser auprès des mangeurs. Oui, il y a aussi un problème de surabondance, d'accessibilité des aliments. Il y a des promotions tout le temps. Et quand ça coûte pas cher, finalement, ça n'a pas de valeur. Effectivement, les aliments sont perçus comme les autres objets. Donc, toutes les stratégies de marketing sur le marché s'appliquent aussi aux aliments. Or, c'est pas, ça n'a pas la même valeur morale, comme je pourrais dire. Là. Donc, malheureusement, ça s'applique aussi à l'alimentation. Oui, au Canada, on gaspillerait plus de 11 millions de tonnes d'aliments potentiellement comestibles par année, dont
30% des aliments du système alimentaire. Là. Ça ne touche pas juste les consommateurs. Je pense que c'est 21% du gaspillage qui reviendrait aux ménages contre 43% pour la transformation et le conditionnement. Donc ça touche aussi les producteurs, les distributeurs. Monsieur Ménard, le gaspillage alimentaire trouve sa source tout au long de la chaîne de production alimentaire finalement? Oui, exactement. Par les études passées qu'on avait sur le gaspillage alimentaire au Canada, la dernière étude qu'on avait qui datait de 2014 a chiffré le gaspillage alimentaire en valeur économique des aliments. Mais ça créait une distorsion qui faisait que le gaspillage était surestimé en bout de ligne parce que la valeur des aliments augmente au fur et à mesure. Le prix, finalement? Oui, c'est ça, le prix augmente. Donc, dans la dernière étude de 2014, ça montrait que près de la moitié du gaspillage se passait chez le consommateur. Moi, j'avais déjà des doutes un peu sur ce chiffre-là à l'époque, mais là, maintenant, la nouvelle étude de 2019, elle a chiffré le gaspillage en tonnes d'aliments. Oui, et là, à ce moment-là, poids. on voit qu'en poids, exactement. Donc là, qui est beaucoup plus représentatif des vraies quantités au final. Parce que ça, c'est fixe, en fait, dans toute la chaîne. Donc là, on voit avec cette nouvelle étude-là que le gaspillage à la maison, effectivement, ça représenterait environ 20-21%. Puis le reste du gaspillage, en fait, dans la chaîne, on a un autre 80% qui se passe là. Donc de la production agricole déjà dans les champs, ensuite la distribution, la transformation, la vente au détail. Puis, mais souvent, on a tendance à, quand on pense au gaspillage alimentaire, on pense beaucoup aux consommateurs, même les supermarchés, parce que ça, c'est le gaspillage auquel on a le plus accès, ou même les restaurants. On va penser au gaspillage qui se produit à ces étapes-là, mais on a beaucoup tendance à négliger les parties invisibles, dans le fond, du gaspillage, qui sont dans la grande distribution, la grande transformation, parce qu'on a très peu de données, en fait. C'est tout privé, en fait, c'est toutes des entreprises privées qui divulguent pas particulièrement, non, qui se vendent pas de ce qu'ils jettent. Donc, on n'a pas accès beaucoup à ces informations-là, mais en fait, les quantités sont vraiment énormes du gaspillage à ces étapes-là. Oui, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus gros producteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, selon Recycle Québec. Rappelez-nous pourquoi il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, Madame Garnier? Le gaspillage alimentaire, ça a des impacts environnementaux, ça a des impacts sociaux, des impacts économiques. Puis moi, personnellement, c'est surtout les impacts environnementaux et sociaux qui me préoccupent parce qu'on sait qu'en 2050, il va y avoir près de 10 milliards d'humains à nourrir. Et puis, si on continue le gaspillage au rythme actuel, ça va être infaisable. Il va y avoir des répercussions vraiment très importantes sur l'environnement. C'est pas un système qui est viable. Donc, ça serait plus efficace de réduire le gaspillage alimentaire que de produire toujours plus de nourriture parce que les terres arables sont limitées. On peut pas cultiver n'importe quelle culture sur n'importe quelle terre. Donc, ça entraîne de la déforestation majeure. Et puis, plus on déforeste, plus ça réchauffe, ça contribue au réchauffement planétaire. Et puis, ça contribue énormément à la perte de biodiversité aussi. Oui, les consommateurs manquent de temps ou de connaissances pour cuisiner. Ils sont souvent à la recherche aussi des aliments parfaits. La tomate bien ronde, bien rouge, là, ils sont très vigilants aussi aux dates de péremption. Rappelez-nous un petit peu, Monsieur Ménard, quelles sont les causes du gaspillage alimentaire? En fait, les causes varient d'une étape à l'autre. Puisque vous avez nommé les standards, qu'on peut dire les standards esthétiques des aliments ou des standards de fraîcheur, on a beaucoup tendance justement à pointer du doigt les consommateurs parce que sur un étalage, on se base sur le fait que sur un étalage, les consommateurs vont prendre les plus beaux produits. Mais moi, je peux vous assurer que si les consommateurs voyaient les standards qui sont appliqués en amont, parce que ce qu'on voit à l'épicerie, c'est juste le résultat de la sélection qui a été faite pour nous au final. Mais je suis certain que si on voyait tout ce qui a été jeté en amont parce en se disant comme ça c'est pas assez beau pour le consommateur, c'est sûr que le consommateur serait indigné de voir tout ce qui est jeté parce que les critères qui sont appliqués aujourd'hui ils sont de plus en plus stricts parce que les entreprises se font compétition en elles pour toujours élever en fait les standards sans cesse et ce qui fait que les standards sont absolument incroyables de tout ce qui est jeté présentement dans la chaîne pour, soi-disant, respecter les standards des clients. Mais finalement, c'est beaucoup des standards qui ont été construits par la chaîne industrielle commerciale de l'alimentation. Oui, en fait, de distribution, parce qu'il faut que ça rentre dans la boîte, j'imagine. Oui, entre autres, c'est ça. Un exemple qui a été exposé par l'entreprise Loop Mission, qui font les jus Loop et maintenant d'autres produits aussi. Ils sont allés rencontrer un producteur de céleri ici au Québec. Ils sont allés dans le champ avec le producteur de céleri. Puis, ils montraient en fait que lui, les céleris qui commercialisent, il faut qu'il enlève toutes les branches extérieures du céleri parce qu'ils sont un peu de travers, en fait. Ils vont dans tous les sens, les branches extérieures. Le céleri n'est pas une plante droite, donc, mais pour le commercialiser, justement pour que les céleris rentrent bien dans les boîtes puis que ça soit beau dans les supermarchés et tout, il enlève toutes les branches extérieures. Ça représente 30% de sa production. Oui, exactement. Et 300 tonnes par année, juste de branches de céleri comme ça, qu'on a considéré qui n'étaient pas pratiques pour l'industrie, qui n'étaient pas esthétiques. Mais c'est des branches de céleri comme celles qu'on mange. Ils sont tout à fait comestibles. Puis ça, c'est un des multiples exemples. Pour chaque
fruits et légumes, par exemple. C'est surtout ces produits-là là, qui sont ciblés par des critères esthétiques. Pour chaque fruit et légumes qu'on voit à l'épicerie, il y en a une grande quantité qui a été rejetée en amont à cause des critères esthétiques comme ça. Oui, Madame Ménard, je suppose que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, tout ce que dit Éric, c'est très fidèle à la réalité. Et il y a énormément de sensibilisation à faire auprès des mangeurs qui, idéalement, pourraient faire pression. On le voit avec le mouvement zéro déchet. Les gens, quand ils se présentent en épicerie, demandent aux propriétaires, là, nous, on aimerait savoir des produits moins emballés, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire la même chose avec les aliments qui sont esthétiquement moins beaux. Alors, faire savoir qu'on aimerait avoir des aliments plus complets. On aimerait avoir des aliments qui sont peut-être un peu moins à la forme parfaite. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons d'agir là en amont sur la chaîne. Là, je pense que le consommateur a un pouvoir. On a tendance à l'oublier, là, mais de par nos choix, on peut influencer le marché. Oui, de valoriser les légumes moches, finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, puis longtemps, en fait, même justement, le secteur industriel commercial disait justement que, les fruits et légumes moches, justement, on peut pas il n'y a pas de marché pour ça. On va pas se mettre à commercialiser ça. Les clients, ils en veulent pas. La preuve, les clients, ils prennent juste les produits parfaits. Mais là, quand la mode des fruits et légumes moches a été lancée en France, en fait, autour de 2013, puis a traversé ici, puis là, les supermarchés ont commencé à en commercialiser des fruits et légumes moches. On voit beaucoup là chez Maxi, Provigo, avec la gamme naturellement imparfait. Puis dès que ça a été lancé, et encore aujourd'hui, ils sont toujours en rupture de stock. En fait, il y a trop de demandes pour les fruits et légumes moches. Fait l'argument se retourne complètement contre eux en disant non, il n'y a pas de demande. Mais non, en fait, la demande, elle était là. Oui, les consommateurs sont prêts à manger des légumes moches, Absolument. finalement. Monsieur Ménard, les Québécois ne seraient pas forcément les champions du gaspillage alimentaire, comme on entend beaucoup ça dans les médias. Il y aurait beaucoup justement de désinformation en matière de gaspillage alimentaire, selon vous? Oui, effectivement. Ça, c'est un article, je savais, qui a été paru il y a plusieurs années de ça, mais qui a tourné très, très longtemps et ça l'a marqué, en fait, parce que le titre, c'était les champions qui sont, les Québécois champions du gaspillage alimentaire. Mais en fait, c'est qu'on n'a à peu près pas de statistiques sur le gaspillage alimentaire au Québec. Donc, peut-être qu'on est champion du gaspillage, mais on le sait pas, en fait. Ouais. On peut pas l'affirmer parce qu'on n'a vraiment pas les statistiques pour soutenir une telle hypothèse. On a des données canadiennes seulement. On n'a pas vraiment de données québécoises. Puis même, mais les données canadiennes, on pourrait même pas dire que les Canadiens sont champions du gaspillage alimentaire parce qu'on n'a pas de méthodologie présentement qui permette de comparer les pays entre eux. Oui. Chaque pays mesure le gaspillage alimentaire d'une manière complètement différente d'un pays à l'autre. On peut pas se comparer entre pays, on peut que se comparer à nous-mêmes parce avec qu'on les chiffres qu'on a. On avait déjà entendu ou lu 60% et jeté à la poubelle. Ouais. C'est pas 60%, c'est plus 30%. C'est ça, c'est que mais la dernière étude canadienne, moi j'en ai fait une analyse critique en fait dans mon étude là, qui a été parue cet automne, parce que elle est extrêmement trompeuse au niveau des statistiques. Il y a eu des choix méthodologiques un peu douteux, disons, dans cette étude-là, puis surtout de la manière que ça a été communiqué. Il y a aussi de la confusion dans la traduction, en fait. En anglais, quand on dit food loss and waste, ça veut pas nécessairement dire la même chose que nous quand on dit gaspillage alimentaire. Nous, quand on dit gaspillage alimentaire ici, on pense vraiment à des aliments qu'on peut manger, qui sont mangeables, qui sont jetés. Dans l'étude canadienne sur le food loss and waste, ça parle de tous les résidus organiques d'origine alimentaire au final. Donc, ça inclut toutes les parties non comestibles des aliments, toutes les enveloppes non comestibles des fruits, des légumes. Même plus que les épluchures, c'est même les écales des noix, toutes les feuilles de maïs, les épis de maïs, les os, la peau des animaux, la peau des animaux. Ça inclut même les pertes d'humidité au fur et à mesure que les aliments progressent dans la chaîne. Ils perdent, surtout les végétaux, perdent de l'humidité quand on les transforme, quand on les sèche. Mais c'est pas parce qu'ils ont perdu l'humidité à la cuisson, par exemple, qu'il y a eu du gaspillage. Il n'y a pas eu d'aliments qui sont jetés. Mais ça a été inclus dans le 58% en fait de l'étude canadienne. Mais si on veut avoir un chiffre qui représente réellement les aliments qui sont consommables, qui sont jetés, ben, c'est là qu'on arrive à 30% en fait, qui est plus près de la réalité. Et on n'a pas besoin de gonfler les chiffres. 30%, à mon avis, c'est vraiment déjà tout à fait assez scandaleux comme chiffre et astronomique. Là, comme vous le disiez tout à l'heure, 11 millions de tonnes d'aliments au Canada, c'est bien suffisant pour nourrir tout le monde. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Garnier, il faut donc sauver ces aliments-là. Présentez-nous peut-être votre projet Sauve ta bouffe.
Sauve ta bouffe, c'est un comité des Amis de la Terre de Québec. Les Amis de la Terre de Québec ont 4 comités qui visent tous à sensibiliser par rapport à l'environnement. Donc, Sauve ta bouffe, ça existe depuis 2012. Et puis, bon, c'était surtout suite au rapport de l'ONU là, qui faisait l'état de la problématique du gaspillage alimentaire. On a décidé de mettre sur pied un comité pour sensibiliser les gens. Et puis, donc, on a vraiment diverses activités. On a des conférences, des ateliers de cuisine, on fait des disco-soupes, on fait vraiment toutes sortes d'activités, des kiosques, on est dans les événements publics. Et puis, le projet Mange Gardien, en fait, c'est venu, ça fait déjà 2 ans qu'on réfléchit à ça. C'est inspiré des projets là, qui ont déjà lieu en Europe là, pour outiller les gens, les accompagner à réduire leur part de gaspillage alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'accompagnement de 10 ménages et de 5 ICI, donc institutions, commerce, industrie, parce que, bon, la responsabilité est partagée là, sur la chaîne agroalimentaire, puis on voulait inclure aussi les commerçants, les restaurateurs, les services d'alimentation. Mais c'est aussi un projet de mobilisation à l'échelle d'un quartier. Donc, on a décidé de mettre notre énergie sur le quartier Saint-Sacrement à Québec, parce que les campagnes de sensibilisation, oui, ça donne des résultats, mais nous, on visait vraiment un appel à l'action. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur un périmètre bien défini. Donc, pendant 1 an, de janvier 2020 à décembre 2020, on va déployer toutes nos activités sur ce quartier-là en particulier pour, on espère, faire émerger des initiatives citoyennes, entre autres, parce qu'on offre un cadre conceptuel et des ressources. Puis, on espère là, pouvoir susciter, créer l'étincelle auprès des citoyens qui auraient peut-être envie d'organiser une activité dans un parc, dans une ruelle entre voisins, organiser un restaurant éphémère ou peut-être mettre sur pied une épicerie communautaire. Donc, c'est le genre de choses qui sont possibles, puis nous, on est là pour ça. Donc, pendant 1 an, on souhaite que tous les citoyens du quartier Saint-Sacrement entendent parler du gaspillage alimentaire et aient envie de contribuer à réduire sa part. Et puis, je dois dire aussi qu'il y a un guide d'implantation qui va être produit à la fin du projet parce que c'est un projet qui se veut clé en main et open source. Donc, n'importe qui là au Québec qui est intéressé par ce projet-là, un organisme ou une municipalité qui a envie de mettre sur pied le projet, bien, ça va être très facile pour eux parce que tout va être détaillé avec un échéancier et tout. Donc, ça va être beaucoup plus facile là, pour eux de mettre ce type d'initiative-là sur place. Oui, passons donc en mode solution. Là, il y en a qui ont trop, il y en a d'autres qui n'ont pas assez. Comment agir sur la sécurité alimentaire en même temps que de veiller sur le gaspillage? Comment les 2 enjeux, en fait, sont liés, Monsieur Ménard? C'est ça, on le sait, qu'il y a énormément d'insécurité alimentaire, hein, puis ça se règle pas du tout. D'année en année, à Montréal, partout au Québec, là, il y a de plus en plus de demandes d'aide alimentaire à chaque année. C'est en augmentation en règle générale là, depuis la dernière décennie. Puis donc, effectivement, donc d'une part, on a des gens qui ont pas assez à manger, puis il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui jettent énormément de nourriture. Donc, il y a beaucoup de maillage à faire entre les deux pour un peu réduire les impacts des deux problèmes, là, du gaspillage et de l'insécurité alimentaire. Il y en a déjà beaucoup qui se font partout à travers le Québec, à travers le réseau des moissons, en fait. Moisson Montréal, mais il y en a dans chaque région du Québec un organisme moisson qui fait de la collecte auprès de supermarchés, auprès de transformateurs, auprès de distributeurs, puis qui redistribue auprès d'organismes. Donc ça se fait déjà beaucoup, mais présentement, depuis que ça se fait, parce que ça se fait depuis très très longtemps, mais c'est beaucoup des ententes à la pièce, puis ça se fait à plus petite échelle, disons, puis mais pourtant les organismes, il me manque quand même, il y en a en fait qui sont saturés aussi parce que ils pourraient aller récupérer plus s'il y avait plus de ressources, en fait. Mm-hmm. C'est qu'on arrive un peu, le feedback qu'on a au niveau global, là, ici, là, que j'entends beaucoup à Montréal, entre autres, là, c'est que les organismes, ils voudraient récupérer plus pour pouvoir desservir plus de gens, mais ils n'ont pas la capacité de le faire parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les frigos, ils n'ont pas l'entreposage, ils n'ont pas les chambres froides, ils n'ont pas les camions réfrigérés pour faire mieux le travail. Donc, il y a vraiment il y a beaucoup de potentiel ou une importance à soutenir mieux les organismes dans leurs activités. Parce que là, présentement, c'est eux qui ont en charge toute la récupération, la gestion, l'entreposage, la redistribution et tout ça à leurs frais, en fait. Leurs frais qui sont généralement et leurs budgets qui sont tout petits. Tout petits, effectivement. Oui. Faut-il que le Québec ou le Canada adopte une loi anti-gaspillage alimentaire comme la France l'a adoptée donc le 11 février 2016? Elle oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus alimentaires s'ils sont sollicités justement par des associations. Justement, oui, c'est intéressant
intéressant, cette loi-là. Mais ici, justement, l'écho qu'on entend, c'est qu'on pourrait pas la mettre en place du jour au lendemain, cette loi-là ici, parce que justement, on aurait beau obliger les supermarchés à donner tous leurs invendus aux organismes, les organismes n'auraient pas la capacité de les gérer, les invendus. Donc, oui, il pourrait avoir une loi comme celle-là, mais il faudrait absolument que ça s'accompagne de financement pour les organismes, pour les aider dans cette mission-là de récupération d'aliments et dans la redistribution et s'assurer que ça se fasse le mieux possible. Le maillage, finalement. Quelles sont les autres pistes d'intervention? On a parlé un petit peu tout à l'heure du vrac, les modes d'approvisionnement non traditionnels, les récupérations des surplus, des invendus, le don de denrées. Il y a des frigos partage, il y en a quelques-uns. Est-ce que c'est des bonnes pistes d'intervention, Madame Garnier? Ben moi, j'aime beaucoup cette initiative-là parce qu'on voit qu'un peu partout au Québec, là, il y a plein d'organismes communautaires et même des commerces qui décident de mettre sur pied leur propre frigo. Donc, on voit que ça résonne dans la tête des gens. Les gens aiment ce type d'initiative-là parce que c'est quand même accessible à tout le monde, autant pour le mettre sur pied que pour aller porter de la nourriture et aller s'approvisionner dans ce type d'installation-là. Donc, oui, certainement que ça fait partie de la solution. Nous, sur notre site web, sauvetabouffe.org, il y a le répertoire de tous les frigos communautaires au Québec. Et puis, je vous dirais là qu'à presque à chaque semaine, je reçois un courriel là, pour dire « Hey, il y a un nouveau frigo ici, donc s'il vous plaît, ajoutez-le ». Donc, ça fait vraiment des petits à travers le Québec. Et donc, oui, certainement, ça contribue. Je pense que ça permet aussi aux gens qui, des fois, hésitent à demander de l'aide ou il y a comme une certaine gêne ou un tabou autour de ça. Ben, tu sais, ils peuvent se présenter là à n'importe quelle heure du jour pour aller chercher de la nourriture. Et puis, bon, ça incite aussi aux citoyens de donner leur surplus plutôt que de le jeter à la poubelle. Ils savent qu'ils peuvent faire une bonne action en allant porter de la nourriture dans un frigo partage. Oui. Quelle est la place de la sensibilisation à la lutte au gaspillage alimentaire? Est-ce que les campagnes sont efficaces, M. Ménard? On n'a pas eu beaucoup de campagnes sur le gaspillage alimentaire au Québec. Il y a Sauve-ta-bouffe qui fait de la sensibilisation depuis de nombreuses années, puis on est bien content de les avoir. Mais sinon, il y a eu un peu le MAPAC qui en a fait là, assez timidement en fait là, sur Internet dans les dernières années. Donc non, on n'a pas eu vraiment de sérieuses campagnes sur le gaspillage alimentaire au Québec pour la sensibilisation. En fait, donc on peut pas dire que ça l'a fait, qu'il y a eu un gros effet là. Il y a des organismes en fait, ici c'est ça, c'est que la lutte au gaspillage alimentaire au Québec, elle est pas très institutionnalisée. Elle est très, on laisse ça, justement, on laisse les organismes le faire, parce qu'on se dit, il y a plein d'organismes qui font de la sensibilisation, chacun de leur côté, mais il y a rien qui se fait de manière très sérieuse, justement, de manière provinciale, là, au niveau de la province, il y a pas grand-chose. Donc, oui, il manque de sensibilisation d'une part, mais aussi, on le voit par rapport à tous les enjeux environnementaux, la sensibilisation, ça suffit pas, parce que, à un moment donné, oui, ça va être les plus conscientisés, en fait, qui vont faire les bons gestes, qui vont réduire leur gaspillage, mais avec la sensibilisation, on va pas toucher tous ceux à qui ça parle pas. Les entreprises qui bénéficient du gaspillage alimentaire, on n'a pas les sensibiliser. Eux, si c'est rentable de gaspiller, ils vont pas changer leur pratique. Donc c'est là que oui, la sensibilisation d'un côté c'est important, mais il faut aussi mettre en place d'autres mesures pour des taxes ou un petit peu de contraintes. Oui, je pense qu'il va falloir avoir des contraintes, des incitatifs, le bâton et la carotte, pour utiliser vraiment tous les outils qu'on peut utiliser pour s'attaquer à ce problème-là. Parce que le gaspillage alimentaire ou la gestion de l'insécurité alimentaire repose beaucoup sur les groupes d'éducation populaire, finalement. La place de l'éducation, Madame Garnier, réapprendre à cuisiner, à valoriser les aliments et les restes et partager? Oui, effectivement, ça a une grande part dans le gaspillage alimentaire. Les gens achètent de plus en plus de prêts à manger. Le rythme de la vie est comme très rapide aujourd'hui. On est assez occupé par le travail, les enfants, les activités parascolaires et tout. Donc, on prend moins le temps de cuisiner. Puis quand on se retrouve avec des aliments un peu disparates qui restent dans notre garde-manger, notre frigo, on ne sait plus quoi faire avec parce qu'il y a une perte d'imagination, une perte de créativité, de connaissances, aussi une perte de connaissances liées aux méthodes de conservation qui étaient connues de tous à l'époque. Parce que il n'y avait pas de frigo, on devait conserver nos aliments de différentes façons. Aujourd'hui, le frigo fait en sorte qu'on place tout au frigo, mais c'est pas la solution non plus à une conservation optimale des aliments. Donc, oui, clairement, il faut que les gens se réapproprient les connaissances liées à l'alimentation. Les gens adorent écouter des émissions de télé sur les chefs là, qui cuisinent plein de recettes, mais quand c'est le temps de le faire dans la cuisine, là, ça se traduit pas du tout de la même façon. Donc, oui, certainement que ça passe par là. Oui. L'an dernier, Monsieur Ménard, vous aviez fait un défi pas de gaspillage alimentaire pendant le temps des fêtes que vous avez mis un petit peu sur votre blog. Tu vas pas jeter ça. Est-ce que vous allez le refaire cette année? Qu'est-ce que ça avait donné?
Je comptabilise pas les résultats là, du défi. C'est un défi que je lance, mais les gens, j'ai pas nécessairement de retour à quel point les gens y ont participé. Mais oui, parce qu'on le sait que le gaspillage dans le temps des fêtes, c'est une période d'abondance. Hein, c'est vraiment lié à ça, le temps des fêtes, puis les gens qui reçoivent. Puis, mais j'aime aussi donner cette analogie-là. Quand on reçoit, on va toujours en produire plus, hein, pour être sûr que qu'on n'en manque pas, que nos invités, quand ils vont être rassasiés, ils vont partir, ils vont être heureux, puis parce qu'on est comme anxieux que s'il en manque, mon Dieu, ils vont pas avoir aimé leur soirée. Mais c'est comme ça, en fait, quand je donne mes conférences, c'est comme ça en fait dans toute l'industrie. Toute l'industrie surproduit comme ça à toutes les étapes parce que tout le monde est anxieux d'en manquer, puis personne veut décevoir son client ou la personne qui reçoit. Mais au final, c'est un phénomène qu'on retrouve justement à toutes les étapes. Puis il faut se détacher de ça. Il faut arrêter il faut être plus lucide puis plus raisonnable au niveau des quantités, puis se dire que non, c'est pas la fin. C'est vraiment pas la fin du monde s'il manque de quelque chose. Les gens vont pas mourir de faim là. Non, parce que le magasin est à la porte. Ben oui, c'est ça. Donc, non, il y a plein de trucs qu'on peut appliquer dans le temps des fêtes là, pour réduire le gaspillage, de mieux prévoir justement les quantités, d'être un peu plus, de voir combien j'ai d'invités, ça veut dire combien de portions par personne, parce que il faut pas avoir un mets complet par personne, hein. Il faut le voir par portion, prévoir comment on va gérer les restes ensuite. Est-ce qu'on a déjà des contenants dans lesquels on peut bien entreposer dans le frigo? Est-ce qu'on a de la place dans le frigo pour gérer les restes? On peut distribuer les restes aux invités aussi. Moi, j'ai une tante qui nous reçoit à Noël à chaque année, puis elle, c'est sûr que c'est la surabondance à chaque fois, puis on sait que ça va pas changer. Là, ça a toujours été comme ça, très très traditionnel. Mais depuis plusieurs années, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec nos plats. On arrive avec nos plats quand on reçoit, puis à la fin à la fin du repas, elle distribue les surplus dans nos plats, puis nous à la fin, elle vous a rempli le frigo, madame. Non, c'est ça. Donc fait comme ça, on se partage les restes. Fait que c'est parce que si une personne se retrouve avec tous les restes, là c'est là ça semble une quantité qui est pas gérable. Mais si on les répartit à travers les convives, ça se gère mieux. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça de planification à l'avance pour s'assurer que oui, on peut quand même recevoir les gens dans l'abondance, mais sans gaspiller. Oui, Madame Garnier, un petit truc ou deux pour justement éviter à Noël de trop gaspiller. Je pense qu'Éric en a dit vraiment plusieurs. Sur notre site web, si les gens sont en train de cuisiner puis il y a des restants, ils ne savent pas quoi faire avec, on a une 50aine de fiches par aliment, justement, qui donnent plein d'idées et comment conserver facilement les aliments. Donc, on donne beaucoup de trucs par rapport à la congélation parce que c'est une méthode de conservation qui est très accessible à la plupart. Donc, je vous dirais d'aller voir notre site web qui est très complet là, sur les trucs et astuces. Entendu, on mettra les sites web et du Régal et finalement des Amis de la Terre de Sauve ta bouffe. Donc merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Marianne Garnier, chargée du projet donc Sauve ta bouffe aux Amis de la Terre de Québec, et de Éric Ménard, coordonnateur du Régal, le réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission cette semaine Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. En attendant de se retrouver en janvier, je vous souhaite un très bon Noël. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.